Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup aujourd'hui pour notre 4e podcast, il me semble. Comme d'habitude, on va commencer par parler de ma semaine, de moi, et éventuellement on verra après les questions que vous avez pu me poser hier dans la story que j'ai pu vous faire. Donc n'hésitez vraiment pas à poser un maximum de questions, même si j'en coach certains qui écoutent mon podcast. Plus j'ai de questions, plus c'est facile pour moi de proposer du contenu. Ça me donne des idées, même si j'en ai aussi. Des fois, hier, j'ai pas eu énormément de questions, donc je vais faire avec ce que j'ai eu. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas à en poser. J'essaie de répondre à tout le monde. Si votre question n'a pas de réponse dans ce podcast, elle en aura dans les prochains. Mais voilà, plus j'ai de questions, mieux c'est pour moi. Et puis ça me permet aussi de rejoindre certaines questions et d'aider un maximum de personnes. Sinon, concernant mon cas personnel, comme d'habitude, je vais parler rapidement de ma semaine. Semaine assez difficile la semaine dernière, c'est-à-dire que j'avais énormément de travail et du coup j'ai fait pas mal d'allers-retours entre Rennes et Paris. Du coup c'était assez compliqué, je n'ai pu faire que 4 entraînements, bon ça reste ok. Pour la plupart des gens 4 entraînements c'est suffisant, ça sert à rien des fois d'en faire plus. Personnellement je suis sur une routine à 5 entraînements, du coup j'ai dû sauter un entraînement et en réorganiser un puisque j'ai pas fait ma répartition habituelle. Mais bon, il faut savoir aussi s'adapter, ça fait partie du jeu. Et on a tous des périodes peut-être un petit peu plus compliquées, des périodes de vacances, des périodes de travail où c'est compliqué justement de tout gérer et on a peut-être moins de temps. Donc quand c'est comme ça, il suffit juste de s'adapter. Ce que j'ai fait du coup en réduisant ma routine d'entraînement. Et puis voilà. D'ailleurs, au niveau de mes calories, je suis aussi assez bas en ce moment puisque dans une semaine maintenant, j'ai un shooting photo sur Paris. Du coup, c'est pas facile de réussir à tout concilier avec peu de calories, donc peu de calories, donc peu d'énergie, des entraînements où après ma fatigue nerveuse elle est aussi plus importante, etc. etc. Donc je dois essayer de maximiser mon sommeil, rester productif et ça demande énormément d'organisation pour justement continuer aussi à faire des entraînements intéressants, dans le sens où j'essaie toujours de progresser. La semaine dernière, ça s'est plutôt bien passé. Cette semaine, sur mon premier entraînement, puisqu'on est mardi, j'ai perdu une ou deux répétitions suivant les exercices, mais il y a des exercices où j'ai progressé. Donc en soi, pour moi, c'est pas une mauvaise séance à voir la semaine prochaine. Mais vu le total calorique que j'ai et mon poids peut-être qui est un tout petit peu plus bas, vu que c'est une séance de poussée, c'est pas forcément étonnant que ce soit un petit peu plus compliqué. Mais au final, la séance s'est bien passée, j'étais content et c'est le principal. Aujourd'hui c'est séance de tirage donc je pense que ça se passera bien. Voilà pour mon petit update sur mon cas personnel. Tout continue de se passer exactement comme je le voudrais. Je suis pas hyper fan de réduire les calories là pour 2 semaines, ça sert pas à grand chose selon moi, mais je le fais parce que je suis obligé, je suis un peu trop gras, mais je remonterai je pense et puis je repartirai sur un vrai déficit bientôt je pense. Je sais pas exactement quand, peut-être pendant l'été, puisque moi je suis toujours en prise de masse pendant l'été. Je m'en fiche un petit peu des abdos sur la plage, mais voilà, c'était pour vous tenir au courant de tout ça. Bref, pour passer aux questions, alors on va y aller point par point, question par question, comme d'habitude. Alors il y a des questions que j'ai traitées sur mon Instagram hier et aujourd'hui. Donc je vais peut-être me répéter sur les personnes qui auront vu mes stories, mais peut-être que ce sera un petit peu plus structuré, un petit peu plus clair. Donc voilà, et puis je sais que tout le monde n'a pas l'occasion de regarder mes stories, donc n'hésitez pas par rapport à ça si vous avez des questions, si vous n'êtes pas assez clair sur certains points, puisque des fois c'est assez compliqué de l'expliquer, et des fois un tableau pourrait aider, enfin le fait d'écrire, mais bon, avec la voix j'essaie de vous aider un maximum et de vous faire comprendre plus ou moins les bases et comment évoluer par rapport à vos objectifs. Alors, la première question, c'est une question de Myriam que je coach. Elle m'a demandé quels étaient les accessoires utiles en musculation. Alors, c'est vrai qu'en musculation, il y a beaucoup d'accessoires qu'on voit toujours un petit peu partout. Et est-ce qu'ils sont tous utiles ? On va dire que moi, j'ai mon top indispensable que je recommande et que j'utilise et qu'il faut selon moi avoir. Après ça va dépendre des cas et je vais essayer de vous les énumérer. Donc le premier qui est indispensable et que je ne peux plus faire sans, c'est la magnésie. Magnésie, je l'utilise à toutes mes séances. C'est quoi ? C'est tout simplement ce qu'on utilise en escalade, c'est pour pas que vos mains glissent en fait. Sur les barres, etc. Les mains ont tendance des fois à glisser pour certaines personnes, dont moi. Et en fait, des fois, j'avais la prise en facteur limitant.
et ma main glissait alors que je pouvais encore faire des répétitions avec le muscle. Donc dans ce cas-là, c'est assez simple. Je conseille d'acheter de la magnésie, ça coûte vraiment pas cher et puis ça dure hyper longtemps. Je crois que mon pot, j'ai dû l'acheter 7-8 euros. Et ça fait 1 an que je suis dessus, donc bon, voilà, ça coûte pas très cher. Et optez pour de la magnésie liquide, ça en met un petit peu moins partout. Pour les sangles, ensuite, sangles de tirage, inévitable aussi selon moi. La plupart du temps, j'ai des personnes que je coach qui ont comme facteur, qui disent je ne peux plus tenir la barre et du coup ma main glisse, etc., etc. Gardez bien en tête que quand on fait un exercice, par exemple des fentes, par exemple un tirage, ce qu'on veut travailler, c'est pas les avant-bras, sinon on ferait un exercice exprès pour ça. Ce qu'on veut travailler, c'est le dos par exemple, ou les fentes, les fessiers, ou les quadriceps, etc., etc. Mais si notre facteur limitant c'est notre poigne, du coup c'est pas très pertinent de faire cet exercice. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement d'investir dans des sangles de tirage. Pour moi, je les conseille quasiment tout le temps sur l'exercice de tirage. Ça permet de moins ressentir les avant-bras, moins ressentir les biceps, et c'est que bénéfique puisque c'est exactement, ce qu'on veut travailler, c'est souvent le dos. Donc dans ces cas-là, on achète des sangles. Pour moi, c'est intéressant. Les protèges poignets, pas forcément indispensable. Si vous avez peut-être tendance à avoir des douleurs au poignet et que vous travaillez en lourd, utilisez-les. Sinon, pas de souci. Personnellement, je les utilise parce que j'ai tendance à avoir mal au poignet des fois. Ça me permet vraiment d'essayer de garder mon poignet dans l'axe. Donc c'est intéressant. Les bandes de genoux. Alors, il y a les bandes et les genouillères. C'est un petit peu différent. Les bandes de genoux, c'est vraiment quelque chose que vous allez serrer vraiment très très fort autour de vos genoux. Est-ce que c'est pertinent ? Oui, si vraiment vous faites du très 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 lourd, mais je suis pas hyper fan. Si vous êtes sur de l'hypertrophie, il n'y a pas forcément besoin. Et les genouillères, alors là c'est totalement différent. Personnellement, je les utilise parce que ça me permet de garder mon genou au chaud. Alors oui, ça aide un petit peu sur l'exercice, mais ça me permet vraiment de garder mon genou au chaud. Donc moi qui ai éventuellement un passé, comme j'étais ancien obèse, j'ai les genoux beaucoup plus fragiles. C'est intéressant pour moi. Ça me permet de moins avoir mal éventuellement après une séance. Et voilà. Donc pour les genouillères, c'est plutôt intéressant à utiliser selon moi. 3 derniers points, on va dire qu'il y a la ceinture de lest qui est utile pour moi si vous utilisez des lestes sur vos exercices, les dips et les tractions. La ceinture de force, pour moi qui est aussi utile sur les exercices éventuellement où vous commencez à travailler en lourd et qui peuvent être dangereux pour votre dos, squat, soulevé de terre, rowing, buste penché. À chaque fois que vous devez tenir une posture et que vous avez peut-être tendance à avoir mal au dos, ça peut être intéressant. Alors attention, ça ne doit pas être utilisé parce que vous manquez de gainage. En fait, la ceinture, c'est surtout de la prévention selon moi. Autant l'utiliser parce qu'il y a quand même des études qui ont montré que le gainage n'était pas forcément moins travaillé. Mais je l'utilise surtout en prévention et surtout sur des exercices lourds. C'est-à-dire que je ne vois pas l'intérêt d'utiliser sur des élévations latérales, des trucs comme ça. Utilisez-la vraiment sur des exercices lourds, des exercices dangereux pour éviter de vous blesser. Et voilà. Attention aussi, la ceinture augmente les performances. D'accord ? C'est-à-dire que vous allez probablement être plus fort en mettant la ceinture. Peut-être pas au début parce qu'il va falloir apprendre à respirer. C'est-à-dire que le but, c'est de pousser votre ventre contre pour être plus fort. Mais après, il y a de grandes chances que vous le soyez. Je sais que le sujet de la ceinture, il est assez controversé. Mais c'est que mon point de vue. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez aussi le droit. Mais personnellement, je préfère l'utiliser plutôt que de me blesser bêtement. Mais comme je vous l'ai dit, ça ne justifie pas un manque de gainage. Et les derniers accessoires, entre guillemets, ça va être les microplates, donc les fractional plates. Ce sont des poids de 500 grammes, 250 grammes, 750 grammes, 1 kg. Ce sont des mini-poids en fait que souvent on n'a pas en salle, mais qui vont vous permettre de progresser à l'infini, comme je dis à chaque fois. C'est-à-dire que sur un développé couché, augmenter de 2,5 kg chaque semaine va être impossible. Cependant, augmenter de 1 kg chaque semaine sur un développé couché, vous allez voir qu'il y a de grandes chances que vous pouvez le faire. Et c'est exactement comme ça que j'ai personnellement recyclé mon développé couché. J'étais en revenant d'Asie, donc j'étais assez mince aussi. J'étais à 73 kg. C'était en mai dernier, donc il y a 1 an quasiment. Et j'étais hyper faible en performance. Et je suis remonté chaque semaine de 1 kg. Et comme ça, je suis arrivé quasiment à 100 kg sur mon développé couché. Sans aucun échec ou peut-être un échec. Mais au final, à chaque fois ça passait, je faisais le même nombre de répétitions avec 1 kg de plus. Et en fait, notre corps réussit à s'adapter pour si peu. Par contre, 2,5 kg, il y a de grandes chances que vous perdez 2 ou 3 reps à chaque fois. Du coup, ça augmente le temps de progression. Parce que imaginez, vous faites 8 reps à 50 kg.
Donc vous voulez augmenter la charge pour faire 6 reps à 52,5. Vous allez faire 6 reps à 52,5. Puis la semaine d'après, vous allez faire 7 reps à 52,5. Puis peut-être 8 reps. Mais ça, c'est pas sûr. Donc ça fait, entre guillemets, 3 semaines pour arriver à ça. Et ben moi, en 3 semaines avec plus 1 kg, j'ai pris plus 3 kg à la place de 2,5. Et il y a beaucoup plus de chances que j'ai réussi à garder le même... que je vais réussir à passer mon cycle, alors que quand on augmente de 2,5 kg, des fois, on peut faire de 8 répétitions à 5 répétitions. Et dans ce cas-là, ça va vous prendre une semaine de plus pour progresser. Donc voilà, par rapport à tout ça, on garde la progressivité et ça nous permet d'augmenter le volume en plus chaque semaine. Je vais aussi faire un retour sur tout ce qui est Cure, SoShape, Herbalife et tout. On m'en a parlé. Alors, je suis pas fan du tout de ce genre de choses, hein. Je pense que vous vous en doutez. C'est des substituts de repas. Pour moi, c'est de la grosse merde. Et je vous conseille vraiment de ne pas en utiliser. Rien ne changera une alimentation solide et saine. C'est pas en prenant des substituts de repas que vous allez arranger les choses. En fait, oui, vous allez perdre du poids parce que dans ces substituts de repas, il n'y a pas beaucoup de calories. Mais déjà, vous allez subir votre perte de poids. Vous allez perdre beaucoup trop vite. Et bonne chance après pour l'après perte de poids. Il y a 99% de chances que vous repreniez tout. Parce que cette cure SoShape, elle n'est pas tenable dans le temps. C'est-à-dire que vous n'allez pas manger ça jusqu'à la fin de votre vie. Et dès que vous allez remanger normalement, entre guillemets, vous allez reprendre. Pourquoi ? Parce que vous avez ralenti votre métabolisme et vous étiez frustré. Donc vous allez probablement manger plus que vos besoins en plus. Donc voilà, ne consommez pas ça. Si vous avez besoin de perdre du poids, faites-vous aider ou renseignez-vous, mais n'allez pas acheter des choses comme ça. À la place d'acheter une cure SoShape, prenez un coach. Aussi simple que ça. Je ne sais pas exactement combien ça coûte, mais prenez un coach, ce sera beaucoup mieux. On m'a demandé aussi une question hyper pertinente. Est-ce que la pilule influence-t-elle la prise de masse musculaire ? Alors, du coup, c'est une question assez compliquée à répondre parce que je suis pas expert dans ce domaine et je savais pas forcément. Et du coup, j'ai été me renseigner sur Internet pour essayer de comprendre en quoi la pilule pouvait être problématique pour la prise de masse musculaire. Et il en ressort que apparemment, celle-ci le serait. Alors, je suis pas, comme je vous l'ai dit, je suis pas assez renseigné pour ça. Mais ce qu'il en ressort, ce serait éventuellement que sans pilule, on ressent mieux sa sensation on ressent mieux son corps. C'est-à-dire que c'est plus facile de contracter un muscle, de gérer notamment au niveau de ses entraînements, puisque la musculation est assez basée sur les sensations. On est aussi moins gras, donc on prend moins de gras quand on ne prend pas la pilule. Donc ça peut expliquer aussi que du coup, on a l'impression d'être plus musclé. Pareil, hein. Est-ce que du coup c'est juste une impression ? Il y a moins de migraines, apparemment. Donc moins de migraines, ça donnerait aussi du coup moins d'entraînement loupé, éventuellement plus de gains musculaires. Et le plus important, c'est que souvent quand on prend la pilule, on observe une baisse de libido chez les femmes. Et peut-être que cela est dû à la testostérone. Alors là, je ne me suis pas renseigné plus que ça sur le sujet, mais si c'est justement lié à la testostérone, alors dans ce cas-là, justement, c'est un souci. Et ça peut jouer sur votre prise de masse musculaire. Donc voilà, par rapport à ce que j'ai trouvé, en soi, ce serait pas forcément étonnant puisque ça joue sur le profil hormonal. Et le profil hormonal est hyper lié à la prise de masse musculaire. On va ensuite parler des troubles du comportement alimentaire. Donc c'est exactement ce que j'ai fait sur ma story aujourd'hui, là, ce matin. Les troubles du comportement alimentaire, c'est quand même quelque chose qui est omniprésent actuellement. Très grave selon moi, parce que ça bloque énormément de personnes. Mais c'est surtout très grave d'un point de vue psychologique. En soi, physiologiquement, c'est pas hyper grave. Mais psychologique, les personnes ont tendance à se renfermer, être dans leur cercle et elles ont aussi l'impression que personne ne les comprend. Et je comprends tout à fait parce que je suis aussi passé par ces troubles du comportement alimentaire. Je sais que c'est pas facile et ce que je vous conseille, c'est tout simplement de vous faire aider par rapport à ça. Si vous en avez tout seul, vous allez avoir du mal à vous en sortir. Je vais pas vous mentir. En fait, j'observe beaucoup chez les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, des personnes qui veulent perdre du poids. Donc peut-être qu'ils sont en surpoids ou pas forcément énormément en surpoids, hein, mais ces personnes veulent souvent perdre du poids. Et en fait, ces personnes ne priorisent pas la priorité. C'est-à-dire, ça veut rien dire prioriser la priorité, mais elles ne priorisent pas les bonnes choses. Voilà. Elles vont d'abord chercher à perdre du gras sans penser à d'abord régler leurs troubles du comportement alimentaire. Sauf que les troubles du comportement alimentaire, c'est la base. Pour expliquer ça, en fait, prenez l'exemple d'une maison. Vous avez un terrain
qui n'est pas forcément solide, est-ce que vous allez aller construire une maison sur ce terrain qui n'est pas solide? Eh bien, il y a de grandes chances que vous ne le fassiez pas. Mais si ce terrain il est solide, il est construit avec du béton, etc., là, il n'y aura pas de souci, vous pourrez construire votre maison. Et bien, c'est un petit peu la même chose. Vous ne pouvez pas espérer perdre du poids si vous avez des troubles du comportement alimentaire. Vous allez juste les aggraver et stagner et vous frustrer encore plus. Donc la solution dans ces cas-là, souvent, c'est régler ces troubles du comportement alimentaire. Et comment faire pour régler ces troubles du comportement alimentaire? Il faut tout simplement augmenter ses calories dans la plupart du temps. Donc ça va permettre de relancer votre métabolisme en plus et vous permettre d'être dans la meilleure situation possible après pour engager une perte de poids. Donc vous allez remonter vos calories progressivement. Il y a de grandes chances que vous perdiez du gras en même temps si vous étiez assez bas en calories parce que vous allez relancer la machine, donner plus d'énergie à votre corps, bouger davantage, faire des entraînements plus productifs. Donc vous allez augmenter vos calories, vous allez probablement stagner ou perdre un petit peu de gras. Probablement que le poids ne bougera pas, mais le physique va bouger. Donc on ne mise pas tout sur le poids. Vous allez changer, vous allez évoluer. D'accord. Une fois que c'est fait, vous allez remonter votre métabolisme à la fourchette haute de votre maintenance, comme j'ai déjà expliqué dans un ancien podcast. Et là, d'ailleurs, plus vous allez remonter, moins vous aurez de troubles du comportement alimentaire. Attention, on ne guérit jamais, selon moi, des troubles du comportement alimentaire. C'est-à-dire que le but, c'est surtout de réduire la fréquence. Si vous en faisiez 3 par semaine, en faire un tous les 6 mois, enfin une crise tous les 6 mois, ce sera déjà énorme et d'énormes progrès. Donc il faut aussi prendre ça en compte. Donc par rapport à ça, vous allez avoir réglé vos troubles, être dans une bonne situation pour entamer une perte de poids. Et là ensuite vous allez entamer votre perte de poids. Sachant que je vous conseille d'être flexible dans votre diète, de vous faire aider, d'avoir quand même quelqu'un au-dessus de vous qui vous guide et surtout de ne pas aller trop vite. Si vous allez trop vite, vous vous exposez à développer d'autres troubles du comportement alimentaire. Il vaut mieux accepter d'aller moins vite dans sa perte de gras, dans sa perte de poids, mais ne pas redévelopper les troubles du comportement alimentaire qui sont probablement partis ou alors qui sont moins fréquents, plutôt que d'aller vite et tout reprendre par la suite en développant d'autres troubles du comportement alimentaire. Donc je sais que c'est très difficile à faire tout seul, c'est pour ça que je vous dis vraiment de vous faire aider et que ce soit pour la remontée des calories parce que souvent on a peur et que pour la baisse, il faut se faire aider et régler le plus important, c'est-à-dire les troubles du comportement alimentaire avant de chercher à perdre du gras. Sinon, c'est peine perdue et vous n'y arriverez jamais, ça va être un cercle vicieux. Vous allez essayer, mais vous allez continuer vos troubles du comportement alimentaire, donc ça ne va pas marcher et ça va continuer. Donc voilà, c'était mon avis par rapport à ça. C'est vrai que c'est plus ou moins ma spécialité et que j'en traite énormément et je sais exactement justement comment s'en sortir. Et il n'y a pas de secret, à part manger plus et être patient. On m'a demandé aussi qu'est-ce qu'était la semaine de décharge, pourquoi est-elle nécessaire, quand et comment la faire. Donc, je ne sais plus si j'en ai déjà parlé, je pense pas. Du coup, concernant la semaine de décharge, c'est une semaine où on va devoir baisser le volume et l'intensité de notre entraînement. Est-ce qu'elle est nécessaire? Oui, elle est nécessaire parce que, en gros, si vous êtes capable de vous entraîner pendant 5 mois sans semaine de décharge, il faut peut-être revoir votre entraînement. C'est probablement que vous ne savez pas vous entraîner. Une semaine de décharge est nécessaire à partir du moment où on sait s'entraîner et on a une intensité à l'entraînement qui est plutôt bonne. Donc si vous voyez que vous n'avez pas de semaine de décharge, enfin que vous n'avez pas besoin de ces semaines de décharge, c'est probablement que vous n'avez pas d'intensité dans votre entraînement. Par rapport à ça, est-ce qu'elle est nécessaire? Donc oui. Et comme je le dis tout le temps, si vous ne faites pas votre semaine de décharge, votre corps va le faire pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre corps va tomber malade, vous risquez de vous blesser, vous commencez à avoir des douleurs, vous commencez à stagner, voire régresser à l'entraînement. Vous peut-être commencez à être fatigué toute la journée, c'est-à-dire en vous réveillant vous êtes fatigué, la journée vous êtes fatigué, etc., etc. Et tout ça sont des signes pour moi que vous pouvez être que vous avez besoin de décharger et sûrement que vous auriez dû décharger plus tôt. Il y a aussi peut-être le manque de congestion, la perte d'appétit qui peuvent être visibles dans ces cas-là. En gros, c'est les premiers symptômes du surentraînement. Et le but, c'est justement de ne pas avoir ces symptômes et de décharger juste avant, selon moi. Puisque quand vous avez ces symptômes, c'est peut-être un petit peu trop tard et justement, votre semaine d'entraînement ne sera pas productive. Quand la faire? Ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de vous, je dirais toutes les 4 à 6 semaines en fonction des personnes.
Peut-être des fois on peut aller plus loin si vous êtes une femme et que si vous vous entraînez pas énormément dans la semaine. Mais souvent, c'est ce que je vois. Par exemple, un homme, ou personnellement, à titre personnel, je dois décharger toutes les 4 à 5 semaines. Sinon, je vois que mon système nerveux est mort et je commence à être fatigué, je commence à avoir des douleurs qui apparaissent, etc., etc. Mais j'ai des femmes que je coach qui peuvent enchaîner 6 à 7 semaines sans souci. J'ai des femmes aussi qui peuvent enchaîner que 5 semaines. Donc ça va dépendre de chacun. Et c'est pour ça que là, dans ce cas-là, il faut juste tester et voir. Après, ça reviendra plus ou moins toujours à la même période. Et vous verrez que si vous êtes en déficit calorique, vous allez devoir décharger plus souvent. Si vous êtes en surplus calorique, vous allez devoir décharger moins souvent. Et comment faire cette semaine de décharge? Donc en fait, il faut juste baisser le volume et l'intensité de vos séances. Personnellement, moi j'enlève une séance quand je fais ma décharge. Je réduis mon nombre de séries, soit je le divise par 2 ou j'enlève au moins une série par exercice. Donc ça me fait souvent des séances à 2 séries par exercice, plus ou moins 4 à 6 exercices, ça va dépendre. Et voilà, une intensité moins haute avec un RPE assez faible, on va dire 5-6, ça va dépendre des fois peut-être un tout petit peu plus haut suivant la situation et la durée du cycle et le programme d'entraînement. Mais comme le RPE est pas très haut, le volume est pas très haut, ça va. Alors personnellement, je suis plus fan de garder plus ou moins une intensité haute et baisser le volume, c'est-à-dire des fois on peut rester sur un RPE de 7 à 8, 7 on va dire, mais le volume est beaucoup plus bas, c'est-à-dire que vous faites que 4 ou 5 exercices dans la séance avec 2 séries. Donc ça fait des séances assez courtes et en soi, avec une séance en moins sur la semaine, ça vous permet d'optimiser votre récupération et de repartir. Attention, 2 points importants. Quand on est en décharge, donc on baisse le volume et l'intensité, on baisse les facteurs de fatigue. Si à côté, on baisse ses calories et on baisse son sommeil, il n'y a aucun intérêt de décharger. Pourquoi? Parce qu'on récupère via 2 choses, le sommeil et l'alimentation. Donc baisser ses calories alors qu'on baisse son volume d'entraînement et son intensité, n'a aucun intérêt. Vraiment aucun intérêt, vous allez juste perdre une semaine. Donc gardez vos calories stables, même si vous faites moins à l'entraînement, c'est pas grave, vous allez probablement peut-être faire un petit peu de rétention d'eau, mais on s'en fiche, vous aurez bien récupéré et vous pourrez repartir sur une semaine d'entraînement intensive avec quelque chose de productif. Donc voilà, ça c'est mon avis par rapport à ça. On va ensuite parler d'une autre story du coup que j'ai fait, c'est l'organisation, le sommeil et la perte de poids. Donc par rapport à ça, je vois beaucoup de personnes qui ont des difficultés à perdre du poids parce qu'elles n'ont pas forcément le temps. Elles disent qu'elles n'ont pas forcément le temps, c'est plus ça. Et en soi, tout est un cercle vicieux. C'est-à-dire que ces personnes sont souvent mal organisées. C'est-à-dire qu'elles vont tout simplement... En fait, vous allez voir que c'est un cercle vicieux. Ces personnes vont être mal organisées, donc ne pas avoir le temps de cuisiner, enfin ne vont pas prendre le temps de cuisiner, et donc vont se rabattre sur des choix alimentaires qui vont être mauvais, qui vont être rapides souvent, donc elles vont aller peut-être le midi acheter un McDo, très vite, très rapide, et de la grosse merde. Par rapport à ça, déjà, ces personnes vont avoir des aliments de mauvaise qualité, donc mal se sentir. Ensuite, elles vont prendre du poids, donc mal se sentir. Ça peut impacter le sommeil, le fait de manger des aliments aussi mauvais. Donc elles vont moins dormir. Le fait de moins dormir va les fatiguer, surtout qu'après elles sont pas mal occupées sur la journée. Fatigue est égal mauvais choix. Mauvais choix, notamment le choix justement d'aller acheter n'importe quoi le midi. Et c'est un cercle vicieux. Comme ces personnes sont fatiguées, ne se sentent pas bien parce qu'elles mangent un petit peu n'importe quoi, et que ce soit dans leur peau ou psychologiquement, et ça va être un cercle vicieux. Elles vont toujours chercher la rapidité, toujours chercher la facilité. Et ça va être compliqué de perdre du poids dans ces cas-là parce que elles vont toujours manger des aliments assez riches, denses caloriquement, et ça n'évolue pas. Donc en fait, dans ce cas-là, il faut régler une chose, ce qui est l'organisation. Organisez-vous. Tout doit être organisé. Vous verrez qu'en faisant ça, vous allez gagner énormément de temps. Vous allez être beaucoup plus productif sur votre journée. Donc peut-être vous aurez besoin de moins travailler pour faire la même quantité de travail. Et vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple. Donc, par exemple, prenez le temps le dimanche, en 1 heure, de faire 10 repas. Vous allez faire tous vos repas de la semaine, et du midi et du soir, en 1 heure. Alors, vous pouvez changer entre le midi et le soir, mais voilà, vous pouvez faire comme vous voulez. Mais moi, je sais qu'en 1 heure, j'arrive à faire 10 repas, repas midi et soir différents, mais c'est les mêmes sur toute la semaine. C'est surtout ça. En gros, le midi, j'ai par exemple du poisson, et le soir, j'ai de la viande, mais ça va être ça sur toute la semaine. Mais c'est pas grave, personnellement, ça me dérange pas, sachant que j'ai 5 repas sur ma journée. Donc ça fait que 2 sur 5 en soi. Mais pour la plupart des gens qui sont à 3 repas, c'est déjà très bien. Donc vous faites ça.
vous cuisinez 1 heure, à la place de perdre 20 minutes à aller acheter votre McDo le midi, vous gagnez énormément de temps, justement. Donc éventuellement, vous êtes plus productif. Surtout qu'après, les aliments que vous allez consommer vont être plus intéressants nutritionnellement. Donc vous n'aurez peut-être pas ce coup de fatigue, vous allez être en meilleure forme, etc., etc. Et vous allez peut-être aussi perdre du poids, si c'est votre objectif, comme je disais précédemment. Si vous perdez du poids, vous allez mieux vous sentir dans votre peau et ça va vous aider pour tout. Ensuite, si vous êtes organisé, vous allez peut-être pouvoir accorder un petit peu plus de temps à votre sommeil. Si vous dormez mieux, vous allez peut-être avoir moins faim sur le reste de la journée, donc ça va aussi vous aider à perdre du poids. Vous allez pouvoir faire des décisions, de meilleures décisions, prendre de meilleures décisions, parce que vous n'allez pas avoir la fatigue et plein de choses en fait. Tout est lié, dites-vous bien ça, et organisez-vous pour optimiser vos repas, ne pas aller dans la précipitation et surtout dormir suffisamment. Le sommeil est beaucoup trop négligé, malheureusement, quand on souhaite perdre du poids, mais le sommeil, c'est la base. Un manque de sommeil induit une baisse des hormones de la satiété et une augmentation des hormones de la faim. Ça induit aussi une baisse des hormones anabolisantes et plein d'autres choses qui sont négatives, entre guillemets, pour vous aider à avancer vers votre objectif. C'est pas pour rien que le sommeil doit être hyper important et que je le rabâche à chaque fois aux personnes que je coach. Dormez, parce que si vous dormez, vous allez pouvoir récupérer nerveusement, donc faire des séances plus productives. Et tout est lié en fait. Et le sommeil, c'est probablement le plus important pour la récupération, mais les gens ne pensent qu'à l'alimentation. Pensez au sommeil avant de penser entraînement et alimentation, ça c'est sûr. Et juste pour en revenir sur le sommeil, dites-vous bien que le sommeil, donc comme je vous l'ai dit, ça va vous permettre de bien dormir, ça va vous permettre d'avoir plus d'hormones de la satiété et moins d'hormones de la faim, enfin de moins relâcher ces hormones. Et pensez bien que la faim, c'est ce qui va réguler votre poids. Donc si vous avez faim sur la journée, c'est que votre corps a besoin de nutriments. Malheureusement, avec la fatigue et comme je vous l'ai dit, ces hormones, ce signal de faim va être faussé. Donc en fait, vous allez recevoir un signal comme quoi vous avez faim, mais en temps normal, vous n'auriez pas faim. Mais comme vous dormez pas bien, vous allez avoir ce sentiment de faim. Et pour les personnes justement qui ne traquent pas, qui ne calculent pas ce qu'ils mangent, du coup là c'est très problématique. C'est très problématique parce que elles vont manger parce qu'elles ont faim, mais en réalité elles n'auraient pas besoin de ces nutriments. Et donc ça va directement aller en surplus et prise de poids probable. Donc voilà, faites attention à ça. Je vais partir sur une dernière question. Du coup, j'ai même pas eu le temps de tout faire parce que les questions étaient assez quand même longues. Est-ce qu'on... Ah, voilà, c'est... je ne perds pas de poids à 1200 calories. Alors, c'est pas vraiment une question. C'est plus une affirmation de cette personne. Pourquoi je ne perds pas de poids à 1200 calories? En fait, c'est un souci. Dites-vous bien que 1200 calories, c'est l'apport calorique d'un enfant. Je ne sais plus si c'est maternelle ou collège, mais c'est hyper faible. Ne mangez pas 1200 calories, c'est dangereux pour votre santé. Pour moi, il y a 4 choses qui font que vous ne perdez pas de poids à 1200 calories. La première chose, ça va être d'un point de vue physiologique. C'est-à-dire que soit vous avez énormément ralenti votre métabolisme, ce qui est hyper impressionnant, et dans ce cas-là, il faut arrêter, il faut remonter le métabolisme. Soit vous ne bougez pas du tout, et vous êtes petit, vous ne faites pas du tout sport. Par exemple, une personne qui fait 1m50, 50 kg, qui fait 1000 pas par jour, qui fait 0 fois du sport, là, c'est pas étonnant que cette personne ne perde pas de poids. Il faut aussi augmenter sa dépense. Bon, même si à 1200 calories, normalement, elle devrait perdre, mais il faut aussi prendre les choses en compte. Et 1200 calories, si vous ne faites rien de votre journée, il y a de grandes chances que ce soit pas suffisant pour perdre du poids. Et je pense que c'est tout par rapport à ça. Et d'un point de vue ensuite, ce qui arrive le plus souvent, c'est un manque de connaissances, un manque de pratique. C'est-à-dire que la plupart des personnes qui vont venir traquer leurs calories, donc les 1200 calories, vont pas bien le faire. Donc ça peut se traduire par un oubli de ce qu'elles mangent. Par exemple, elles vont oublier de la sauce dans leur plat, de l'huile dans leur plat, de compter le beurre, de compter le verre de jus d'orange, de compter le petit bout de pain qu'elles ont mangé avec leur repas, de compter le petit bout de fromage, de compter le lait dans le café, le sucre dans le café, le sucre qu'ils rajoutent dans le thé, le sirop qu'ils rajoutent dans leur bouteille d'eau, etc., etc. Donc en fait, c'est le verre de soda qu'on va venir prendre en terrasse, l'alcool aussi. Tout ça, c'est des calories. Et en fait, les gens n'ont pas tendance à le compter. Donc imaginez bien qu'une personne qui dit qu'elle ne perd pas de poids à 1200 calories, mais qu'elle rajoute une cuillère à soupe d'huile le midi, une cuillère à soupe d'huile le soir, donc ça fait déjà 200 calories, donc on est déjà à 1400. Que cette personne
ne compte pas le verre de jus d'orange le matin, que cette personne grignote des petites amandes comme ci, comme ça dans la journée. Cette personne, à la fin de la journée, elle a 1600 calories. 1600 calories, ça, c'est totalement différent de 1400, des 1200, pardon. Donc, prenez bien ça en compte. À tout compter. Avant de mettre quelque chose dans votre bouche, il doit être dans votre application pour compter vos calories. D'accord ? Autre point, elle compte mal, donc beaucoup d'estimations, ou alors elle pèse des aliments crus, enfin cuits alors que ça doit se peser cru, etc., etc. Soyez précis, surtout si vous voyez que vous ne perdez pas de poids avec si peu de calories. Pesez tous vos aliments et rentrez vos aliments la plupart du temps crus. Autre point, et le plus important, c'est je ne perds pas de poids à 1200 calories. D'accord, bon, on discute avec la personne, elle me dit qu'elle mange 1200 calories, etc. Mais qu'est-ce que je vois ? Ah, bah le week-end je compte pas, je mange au McDo le samedi, je mange au McDo le dimanche, et puis souvent le samedi soir je prends une grosse cuite. D'accord. Bon bah dans ce cas-là, t'es pas à 1200 calories, puisque la moyenne calorique sur la semaine, on prend le total calorique sur la semaine. Donc, si une personne mange 1200 calories sur 5 jours, mais que le week-end, elle est sur 5000 calories, imaginons, ça monte vite 5000 calories, hein. Imaginons vous mangez un petit déjeuner à 600 calories normalement, un plat à 600 calories aussi. Le soir, bam, McDo, allez, 2000 calories, 3200 calories. Puis après, alcool. Une bière, c'est 200 calories. Donc on monte vite, on monte à plus 1500 calories facilement. Plus un petit peu d'apéro, gâteau apéro, etc., etc. Ah bah voilà, on est aux 5000 calories et ça monte très 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 vite. Donc dans ce cas-là, le total calorique sur la semaine, quand on fait la moyenne, il peut vite monter à 2000 à la place de 1200. Donc faites vraiment attention à ça. Si vous ne perdez pas de poids à 1200 calories, donc c'est soit vous avez un problème de santé, donc notamment peut-être la thyroïde, et dans ce cas-là il faut consulter, ou alors c'est que vous comptez mal, vous oubliez des choses, ou vous faites n'importe quoi le week-end, et dans ce cas-là, tout s'explique. N'oubliez pas qu'une perte de poids c'est du 7 jours sur 7 et pas du 5 jours sur 7, ça c'est très important et je le répète tout le temps, donc faites-y vraiment attention. Voilà, je pense que j'ai été assez clair sur ce dernier point, il est hyper important selon moi, et je le vois tout le temps. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas justement à laisser des commentaires, des j'aime, c'est exactement ce qui m'encourage à continuer. N'oubliez pas non plus que vous pouvez vous abonner à ce podcast et le partager éventuellement si vous voulez. J'ai également, je l'ai déjà dit, un Patreon, c'est-à-dire que le but de ce Patreon c'est simple, c'est juste de me soutenir pour ceux qui le souhaitent pour le travail que je fournis. C'est pas obligatoire du tout. Mais c'est toujours une petite aide pour moi, sachant que, comme je vous l'ai dit, il y a plus ou moins 2-3 heures de podcast par semaine, ce qui fait 10 heures à la fin du mois, sachant qu'il y a mes posts Instagram et tout à faire. Donc voilà, les dons commencent à $2 et c'est un petit plus pour moi. Sachant que je ne fais pas ça comme certains, pour avoir plus de contenu, enfin pour vous donner accès à plus de contenu. Personnellement, je n'ai pas le temps de proposer plus de contenu que l'ensemble du contenu gratuit que je donne, puisque mon travail c'est d'être coach, c'est pas de proposer du contenu gratuit comme certains influenceurs. Mais voilà, si vous avez aimé tout ça, n'hésitez pas à m'encourager. Et puis moi, ça me permet de continuer, même si je compte continuer dans tous les cas, pour aider un maximum de personnes, vu les retours que j'ai. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et puis je vous dis du coup à très vite, notamment à la semaine prochaine. Salut!